Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va super bien parce que c'est notre millième vidéo sur la Ah oui, c'est chaîne vrai. YouTube. Tu te rends compte? Est-ce que tu rends compte? Bah, je me rends difficilement compte parce que c'est quand même fou ce qui se passe. On fera une vidéo pour expliquer tout ça, pour revenir un peu sur tout ça. Mais non, non, c'est fou. C'est complètement fou. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien durant toutes ces années. Ce week-end, on essaie de vous faire une vidéo qui va être dans un cadre un peu particulier, ça dépendra aussi de notre état. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de préparer ça d'une manière assez sympathique, en tout cas pour fêter la millième vidéo. Bien, alors je propose qu'on lance le générique. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça nous aide énormément. Let's roll! Soit. And we're back in the game. On va parler du UFC 268 tout d'abord, Ross. Donc ça y est, la carte principale, en tout cas les principaux combats, ont été dévoilés. 6 novembre prochain, Madison Square Garden. Carte de l'année? Oui, oui, je pense, oui, pour l'instant. Enfin, mais elle est tellement chargée. Enfin, franchement, je pense que là, il y a peut-être 7 combats qui seraient potentiellement, enfin, tu sais, comment dire, qu'on pourrait mettre en tant que headline d'un UFC Fight Night, quoi. C'est une des cartes les plus chargées de mémoire récente, quoi. Ok. Et par rapport à cette carte-là, justement, toi, est-ce qu'il y a un choc, un combat qui t'intéresse en particulier? On va faire un petit point rapide quand même, hein. Est-ce que, oui, on y va crescendo au niveau de la carte? Let's go crescendo. Let's go, Rusty. Eh ben alors, on peut commencer par déjà Nassourdine Imavov qui va combattre sur cette carte-là. Après sa grosse victoire contre Jan Heinisch qui était ultra spectaculaire, mais il revient contre Edmen Shabazian qui était lui-même, enfin qui est toujours un énorme prospect chez les middleweight. Il est super jeune, il a 23 ans. Et ben il s'est fait, enfin là, je sais pas, c'est comme s'il était un peu en perte de vitesse en ce moment. Edmen, il a perdu donc contre Derek Bronson et contre Jack Hermansson. Alors après qu'il ait été invaincu sur 11 combats, il est 11e du classement chez les middleweight. C'est un bon step-up, c'est le step-up parfait en fait pour Nassourdine Imavov. Et ça risque, enfin c'est des finishers tous les deux, et ça risque d'être un vraiment super beau combat. Ça a des énormes implications pour le futur de la catégorie middleweight. Donc rien que ce combat-là déjà, il est super intéressant quoi. Comme dirait Conor McGregor, it's salivating. Oui, ça fait, ça fait saliver ce combat-là. Et ce combat, c'est quand même assez dingue, hein. L'UFC n'en a même pas fait la promotion lors des différents posts qu'ont annoncé tous les combats de la carte 268, donc attendez-vous à du très lourd. Ah oui, bah oui, de toute façon, enfin, comment dire, il y a des combats où bon, c'est un petit peu moins intéressant parce qu'on les connaît moins. Par exemple, donc Melsik Bagdasaryan que je ne connaissais même pas contre TJ Laramie. Il y a aussi Alexa Kamur contre John Allan que je ne connaissais pas non plus ni l'un ni l'autre. Mais ensuite, on arrive sur, en fait, après tout le reste, c'est ultra lourd. Il y a Alia Quinta qui va combattre Bobby Green. Donc là, déjà, on est sur un combat, c'est pareil. On sait que c'est deux énormes guerriers. Il y a des chances que ce soit un des prétendants pour le combat de la soirée parce que bah, Bobby Green, de toute façon, il sait faire quasiment que ça. Et Alia Quinta, c'est pareil. Enfin, c'est deux ultra vétérans, super, comment dire, qui sont connus pour avoir leur style bien particulier et à part Alia Quinta qui a eu ce title shot contre Khabib Nurmagomedov, si je me souviens bien, oui c'était un title shot du coup, ben il a jamais été parmi vraiment l'élite de l'élite dans le sens potentiel champion, mais c'est des gars qui sont tous les deux ultra solides, qui ont vraiment leur panel de compétences et tu sais que ben là par exemple stylistiquement ça va faire un truc qui est monstrueux quoi, enfin avec probablement beaucoup d'anglaises, probablement peu de sol puisque les deux sont des très bons lutteurs. Et donc ça va faire un feu d'artifice, ça va faire un feu d'artifice de ouf quoi. Est-ce qu'on est sur un banger finalement?
Je pense qu'on est sur un triple bangers. On est sur un triple bangers, alors c'est parti. Nouvelle ration de bangers, s'il vous plaît, Rust. Ben ensuite, enfin que dire, Frankie Edgar contre Marlon Vera. En vrai, ce combat-là, c'est, je sais pas, j'ai peur que ce soit pour Frankie Edgar le moment comment dire, où il donne un peu de terrain, où il cède un peu de terrain face à un contender, face à un nouveau. J'ai peur que ça sonne le début de quelque chose qui sera pas forcément très joli pour Frankie Edgar, parce qu'il a 39 ans et qu'il y a bien un moment où il va falloir que ça descende. Mais d'un autre côté, même si Marlon Vera est ultra chaud, stylistiquement, il peut largement s'en sortir en fait, Frankie Edgar. Donc c'est pareil, il y a une inconnue. L'inconnu, c'est que Frankie Edgar, qui a affronté tout le monde, tout le temps, partout, dans toute la catégorie, va affronter Marlon Vera, qui lui, comment dire, il a battu Sean O'Malley, c'est comme ça qu'il est devenu très très, comment dire, médiatique. Mais ensuite, lorsqu'il a affronté José Aldo, il a été battu, et il a été battu extrêmement clairement. Donc, je pense qu'il est encore, comment dire, il cherche cette victoire qui va vraiment définitivement le faire rentrer dans l'esprit des fans, dans la catégorie des OK, là, ce mec, c'est quand même le futur. Pareil, hein, Marlon Vera, il est encore jeune, 28 ans, mais voilà, c'est vraiment intéressant parce que ce combat-là, il y a cet inconnu qui est, est-ce que ça va être un passage de flambeau, ou alors est-ce que ça va être une Frankie Edgar qui nous fait comment s'appelle-t-il, une Yair Rodriguez, ouais. Et qui déboîte un contender méritant, quoi. Mais en tout cas, ouais, non, je te rejoins, parce que Frankie Edgar, il y a eu certes des défaites par le passé, en tout cas ces dernières années, mais à chaque fois, vous regardez, c'était le top du top de la catégorie, et quand il est revenu, il avait quand même battu Pedro Munoz. Donc c'est ça aussi, c'est parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent aussi mal interpréter tes propos, dire ouais, mais il a déjà perdu Frankie Edgar. Oui, mais à chaque fois, vous regardez, c'est des Korean Zombies, c'est des mecs comme ça. Là, pour l'instant, Vera n'est pas encore à ce niveau-là. Avançons, mon cher Rust. Eh ben, avançons. Donc, il y a Germaine de Randamie contre Irene Aldana. Je sais pas, je peux même pas assurer que ce sera un beau combat comme par exemple Bobby Green contre Elia Quinta. Je ne sais pas. C'est peut-être le combat sur lequel honnêtement j'ai le moins à dire de cette carte, à part les noms qu'on ne connaît pas du tout, mais à part de dire que ce sont deux vétérans. Quand c'est des femmes, on dit quoi? Vétérane. En tout cas, je pense pas, ça sonne pas bien. Deux femmes très méritantes et Germaine de Randamie, ancienne championne de la catégorie featherweight. Oui, donc pourquoi est-ce qu'on ricane bêtement? C'est parce que Germaine de Randamie a été championne effectivement de la catégorie featherweight, mais il y a un énorme astérisque, un énorme nuage noir qui plane un peu autour de son titre de championne, puisque lorsqu'il a été temps d'affronter le monstre Christian Cyborg Santos, il y a eu un espèce de moment de flottement très étrange dont on n'a jamais réellement eu l'explication, donc qui a fait que Germaine de Randamie a refusé d'affronter Christian Santos. Et en fait, on n'a jamais eu d'explication, mais au point où les seules explications qu'on a eues, c'est des explications de gens qui étaient proches du camp de Germaine de Randamie et qui ont dit qu'en gros, elle avait aucune envie d'affronter Christian Cyborg Santos. Donc, il n'y a aucune certitude, mais comme il n'y a aucune raison valable qu'elle a donnée, il me semble, pour ne pas l'affronter, pour ne pas avoir l'affronté, et que les bruits ont couru que c'était parce qu'elle avait absolument pas envie de se faire tronçonner, il y a quand même à jamais cette espèce d'astérisque, quoi. Donc, mais ça n'empêche pas. C'était aussi parce que je crois qu'elle avait des doutes sur le fait que Chris Cyborg soit clean, et puis j'ajoute aussi à ce que Rust a dit, même dans et dans l'obtention de sa ceinture aussi, moi j'ai trouvé ça un petit peu abusé, tu vois, qu'il y ait ces deux coups après la cloche face à Olium, tu vois, donc le fait qu'elle remporte le titre comme ça, et qu'ensuite il y ait finalement cette non-défense. Ouais, c'est ça, en fait ça fait... Bon, clairement, ça n'en fait pas une favori des fans, quoi. Elle a pas marqué beaucoup de points au moment où sa carrière était le plus sous le feu des projecteurs pour que vraiment les fans ne la portent haut dans leur cœur, quoi. Bon, donc c'est une bonne combattante, c'est une très bonne combattante bien sûr, prédominante strikeuse. C'est une vétéran, on va le dire comme ça. Et donc voilà, ce sera un combat qui pour cette catégorie sera probablement de très haut niveau.
mais je peux pas en dire beaucoup plus, très honnêtement. Et là maintenant on attaque le très très lourd avec 4 combats pour finir cette carte, 4 combats immanquables tout simplement. On commence par, alors celui-là, je suis très curieux parce que pareil, en fait, les combats où c'est vraiment intéressant, c'est quand t'as une inconnue, quoi. Et là, Sean Strickland versus Luke Rockhold, je sais pas ce qui va se passer. Personne ne sait parce que ça dépend en partie de l'état de forme de Luke Rockhold. Mais Sean Strickland, lui, il est sur sa lancée. Enfin, là, clairement, il vient de battre flûte. Comment s'appelle-t-il? Uriah Hall. Uriah Hall, voilà, sur une performance où, oui, Uriah Hall est arrivé comme d'habitude, parce qu'une fois sur deux, on ne sait pas comment il va arriver. Une fois sur, Uriah Hall est arrivé et il était vraisemblablement pas, je sais pas dans son top game. Donc, soit c'était un état de forme, soit c'était du fait de Sean Strickland, parce que c'est fort possible aussi qu'il ait un style qui te désarçonne, quoi. Mais quoi qu'il en soit, Sean Strickland a dominé totalement Uriah Hall sur 5 rounds. Et il a un style qui est très très étrange, en fait. Sean Strickland, il a qu'une vitesse, c'est littéralement la marche avant. Et je suis juste vraiment curieux de voir ce que ça donne face au retour d'un ancien roi, quoi. Parce que Luke Rockhold, avant là, ses récentes défaites qui étaient ultra spectaculaires, notamment en light heavyweight contre Jan Blachowicz. Mais bon, celle-là, à la limite, on pourrait se dire qu'elle a quand même bien vieilli. Il fut un temps où Luke Rockhold, on se disait, c'est le combattant de nouvelle génération, en fait. Un mec qui était ultra chaud debout, qui était littéralement un piège à mâchoire sur pattes au sol, et qui, en lutte, en fait, alors certes, c'était pas son truc, la lutte à proprement parler, mais dans les transitions, il avait aucun souci, quoi, parce que même si c'était pas genre à la Khabib ou que c'était pas de la lutte à la, je sais pas, à la Georges Saint-Pierre ou un mec qui est un lutteur américain, il se faisait rarement, comment dire, surprendre dans les transitions parce qu'il avait vraiment cette faculté à, un peu comme disait Bruce Lee, tu vois, enfin, be water, tu vois, enfin, à être l'eau, c'est-à-dire à toujours contourner les obstacles pour réussir à tourner à son avantage un scramble ou une situation dans laquelle la personne essaie de le mettre au sol. Enfin, et il finissait sur des soumissions, mais vraiment, tu sais, un peu abracadabrantes et tout ça, tesque. Donc, comment dire, Luke Rockhold, tu sais que c'est quelqu'un de ultra chaud et ultra compétent. Il a un menton de verre, mais tu sais qu'il va se passer un truc, quoi. Quand t'as Luke Rockhold sur une carte, tu sais qu'il va se passer un truc. Là, c'est Luke Rockhold qui revient contre Sean Strickland parce que s'il gagne, Sean Strickland étant dans le top 10, ça lui apporte clairement directement une légitimité au niveau de la position dans le classement des chez middleweight. Donc, parfait, quoi. J'espère, pour ma part, vraiment que ça va bien se passer pour Luke Rockhold. Franchement, ça serait tellement triste. Un mec, comme tu l'as dit, hein, justement, on avait tellement d'attentes pour lui. Il y a eu cette défaite contre Michael Bisping, et depuis, c'est extrêmement compliqué, même si c'est vrai qu'il affronte que le top du top. Mais je trouverais ça vraiment trop triste, dommage de jamais l'avoir... Enfin, ok, il y a eu ce titre face à Chris Weidman, mais de se dire que ça aurait pu être encore plus, tu vois. Bah ouais, il a, en fait, heureusement, il a eu quand même un run qui était juste démentiel. Le run où il a fait Philippou, Butch, Bisping, Machida, Weidman. Honnêtement, en fait, c'est à ce moment-là où on se disait, bon bah d'accord, enfin, c'est lui littéralement le roi et comment dire, pour pas mal de temps à venir, quoi. Mais sauf que c'est du MMA, sauf que un peu comme quand Joe Rogan, enfin, tu sais, c'était le fameux truc qui est devenu presque un mème. Mais quand Lyoto Machida était devenu champion chez le light heavyweight, Joe Rogan avait prononcé les mots ça y est, welcome to the Machida era. En gros, bienvenue dans l'ère Machida. Et le combat juste après, en gros, ça commençait déjà à piquer du nez. Alors je sais plus si c'était le combat juste après où il perdait. Comment dire, contre Shogun Roi par KO. Enfin, je sais plus exactement comment ça se passait, mais je me souviens qu'en gros, il y avait eu ce combat-là où il gagnait le titre et juste après, c'était déjà terminé, en fait. Donc, il y a un petit peu eu cette désillusion avec Luke Rockhold parce qu'effectivement, lorsqu'il a perdu son titre contre Michael Bisping, à partir de ce moment-là, ça a été effectivement très compliqué, quoi. Il est revenu contre David Branch, mais on a senti que c'était pas le même. Enfin, et c'est vraiment, c'était dur à regarder, quoi, parce qu'on a senti que c'était une victoire, mais beaucoup plus laborieuse que ça ne l'aurait été quand il était dans son prime, avec toute sa confiance, enfin, quand il était au top. Et donc ensuite, le problème, c'est qu'il a aussi enchaîné Yoel Romero et Jan Blachowicz.
y a pas beaucoup d'humains qui peuvent survivre à un enchaînement comme ça, quoi. Et bon, ben voilà, ça l'a pas fait. Mais oui, je suis d'accord, c'est presque frustrant parce qu'on se dit c'est quelqu'un de tellement talentueux que on aurait voulu le voir dans son prime un peu plus longtemps, quoi. Exactement. Et donc là, il revient dans sa catégorie de prédilection, la catégorie middleweight. Allez, c'est parti pour peut-être là l'autre contender au combat de la soirée, mais vraiment de enfin, contender quasi même assuré, combat de la soirée, parce que là, franchement, plus il y a des incidents sur le titre. Michael Chandler, Justin Gaethje. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin, là, vraiment, qu'est-ce que vous voulez de plus, tu vois? Ce combat-là, c'est un combat, genre, il a été créé en laboratoire juste pour, faire kiffer absolument tous les fans, sans exception, de la planète MMA, en fait. Je pense qu'il y a personne qui est en mode, ouais, ce combat-là, je sais pas trop, tu vois. Tu sais ce qui va se passer. Un combat comme ça, tu sais ce qui va se passer, ça va être, mais genre, juste TGV contre TGV, en fait. Il y en a un, alors c'est en 3 rounds, je pense pas qu'ils aient fait une Nate Diaz, donc je crois que c'est en 3 rounds, mais ça va être juste, j'ai envie de dire presque, bon, c'est dommage parce que c'est le genre de combat qu'il faut voir en 5 rounds, mais d'un autre côté, on a presque l'assurance que ça durera 2 rounds de max, en fait. Je serais très étonné si ça dure plus de 2 rounds. Parce que, alors ça dépend comment arrive Michael Chandler, parce qu'il sort d'un KO aussi. Et il sort d'un KO où c'était contre Charles Oliveira et c'était pour le titre. Ça peut te mindfucker aussi, en fait. Donc ça dépend, peut-être qu'il reviendra, si ça se trouve, on sait jamais, tu vois. Ça se trouve, il reviendra peut-être un peu plus précautionneux, avec peut-être un peu comme Francis Ngannou, quoi. Peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus frileux sur la gâchette, quoi. Mais normalement, comment dire, enfin, si les deux restent fidèles à leur style et à leur mentalité de guerrier total, ça va faire un combat absolument monstrueux, quoi. Il y a de grandes chances que ça se passe en striking, mais on ne sait jamais si. Je pense que Michael Chandler peut nous surprendre et tenter des takedowns. Je pense pas que ce sera le cas pour Justin Gaethje. Mais si ça se passe debout, ça va être le délire, quoi. Ça va être Justin Gaethje, grosse anglaise, maintenant très bon coup d'œil, depuis qu'il a vraisemblablement, non, c'est même pas vraisemblable, enfin, c'est sûr, depuis qu'il a eu son opération aux yeux, maintenant ça devient un gars avec un très bon coup d'œil. Il est bon, il est bon dans le sens, chaque coup que met Justin Gaethje, c'est pour te cartonner. Et Michael Chandler de l'autre côté, bah c'est pareil, en fait. C'est un gars, on ne présente plus ses combats au Bellator contre Eddie Alvarez et même contre d'autres. On ne présente plus ses 2 apparitions à l'UFC, donc contre Dan Hooker, KO de l'espace, et contre Charles Oliveira, des combats monstrueux, et pour le titre. Enfin, c'est voilà, quoi. C'est juste, c'est un coup de tampon assuré ou presque, parce qu'on a eu les précédents Carlos Condit versus Nick Diaz, hein, on sait jamais. Mais c'est quasiment le coup de tampon assuré sur un des combats de la soirée, ou si ce n'est un des combats de l'année, quoi. Sinon, de tous les temps. Voilà, parce que vraiment, Ouais. moi je pense que le fait que Michael Chandler surtout n'ait pas à se soucier un petit peu du cardio et du fait de se dire bon, là va falloir que je gère un petit peu tout ça. Là t'as 3 rounds et ce qui est cool en plus c'est que même les deux gars savent, parce que l'UFC c'était le show d'avant pesé, c'était l'UFC 264, il y avait une discussion entre les deux. T'as l'impression que les deux gars étaient d'accord en mode ouais bon, ça va durer 10 minutes de toute façon. Mais allons-y, quoi. Ouais, c'est juste, bon, d'accord, clairement, là, on y va pour tuer ou être tué, donc c'est comme ça que ça va se terminer. Mais juste, bah, allons-y, parce qu'on est là pour faire kiffer les fans, quoi. Mais parce qu'ils le savent, tu vois. Enfin, honnêtement, les deux savent que c'est ce genre de combat que tout le monde attend, que tout le monde espère et a espéré depuis l'arrivée de Michael Chandler. On en parlait nous-mêmes, tu vois, depuis son arrivée à l'UFC. Donc, je pense que vraiment c'est cool parce qu'il y a un côté, les deux savent que c'est le genre de combat qui, s'ils ne déçoivent pas, va les faire rentrer dans l'histoire du sport, quoi. Si ça c'est pas de la hype, les gars, alors maintenant on va passer aux 2 derniers combats. 2 combats pour le titre, 2 revanches. Et à chaque fois, Trevor Whitman sera dans l'un des coins. Ah oui, j'avais même pas pensé à ça. Ben, le premier, donc, Weili Zhang contre Rose Namajunas. Oh, d'ailleurs, petit aparté, mais ce combat-là, immédiat, et ça commençait un peu à saouler. J'espère qu'on ne revient pas dans une période comme ça, parce que là, ce combat-là, de Weili Zhang contre Rose Namajunas, pour moi, le rematch, il est un peu, bah,
il y avait Carla Esparza qui était méritante, quoi. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal à comprendre en quoi est-ce que le rematch immédiat était mérité, sachant que, si je me souviens bien, c'est Rose Namajunas qui avait stoppé Weili Zhang, quoi. Oui, par un Ouais, c'est par un ça. head kick en plus, au bout d'une minute 18. Enfin, personnellement, j'aurais bien voulu que l'UFC laisse peut-être un petit peu plus de temps à Weili Zhang, un combat pour revenir, peut-être pour se remettre, parce que si elle se prend une deuxième défaite d'affilée contre Rose Namajunas, si ça se trouve, tu fais une Cody Garbrandt versus TJ Dillashaw et tu flingues Weili Zhang à jamais, quoi. Donc, je suis un peu surpris qu'il y ait ce rematch immédiat, mais une fois ceci dit, bon, ça va faire un super combat, quoi. Enfin, c'est clair que Weili Zhang et Rose Namajunas, on les connaît pour être toutes les deux des combattantes d'exception. Enfin, vraiment, c'est le genre de combattantes, tu te lèves pour les regarder, quoi. Enfin, c'est qui que ce soit qu'elles affrontent. Et donc là, ça tombe bien, elles s'affrontent l'une l'autre, tu vois. Mais voilà, Trevor Whitman dans le coin de Rose Namajunas, tu sais que le mastermind est derrière tout ça. Enfin, ouais, on sait pas ce que ça va donner. Rose Namajunas, elle est quand même connue pour, elle est connue pour avoir battu 2 fois Joanna Jędrzejczyk et pour avoir, entre guillemets, après un premier combat où c'était pareil, une espèce de un chaos pas surprenant, mais où tu te dis wow, ah oui, quand même, elle est capable de faire ça. Et le deuxième combat lors du rematch où elle enfonce le clou en expliquant bien qu'elle est la meilleure combattante de tous les côtés, en fait. Donc, j'ai peur pour Weili Zhang que ça se transforme en ça, c'est-à-dire en une démonstration qui grosso modo flinguera un petit peu Weili Zhang à jamais, parce que à jamais du coup il y aura ce côté ouais, mais bon, elle a affronté une meuf qui était qui était juste, comme dirait John Jones à Daniel Cormier, sa supérieure, mais effectivement ce sera un combat monstrueux et magnifique, quoi, et technique. Place au main event. Kamaru Ouais. Usman, Colby Covington, number 2, toujours pour la ceinture welterweight. Alors. Voilà. Écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai beaucoup de mal à voir Colby Covington créer la surprise, en fait. J'ai du mal à voir Colby Covington battre le Kamaru Usman actuel. C'est trop un rocher, en fait. C'est trop. Là, il est en train, Kamaru Usman, de se transformer en une espèce de bête mythique. Enfin, là, chez les welterweights, ça va dépendre de ce qu'il fait sur les prochaines années. Mais s'il continue de faire ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire de littéralement torpiller tous les contenders, mais sans même leur laisser une chance. C'est-à-dire que oui, il y a eu le knockdown contre Gilbert Burns, mais c'était pas. Il y a quand même eu une impression de contrôle. Après ce moment-là, il y a eu une impression de oui, tu peux faire peur et tu peux donner l'impression que c'est possible, mais sauf que en réalité, c'est tout ce que tu peux faire. C'est-à-dire que à partir du moment où il prend son rythme, à partir du moment où il décide, ok, j'y vais, Kamaru Usman, c'est juste une machine, en fait. Mais vraiment dans le sens Terminator, quoi. C'est quelqu'un, tu ne sais plus quoi faire pour essayer de le mettre en danger, tellement il est bon debout. Donc merci Trevor Whitman. Alors il y a évidemment eu le travail je vais dire Ernestos, de Henry Hooft, bien avant, ouais, c'est ça. voilà, bien avant chez les Black Zillions. Mais depuis qu'il est coaché et depuis qu'il est non, peut-être pas mentoré, mais depuis que vraiment Trevor Whitman l'a pris sous son aile et a pu s'occuper de lui à plein temps, on a vu qu'il était rentré dans une autre dimension, Kamaru Usman, en se reposant sur des fondamentaux, parce que c'est là où il est extrêmement bon, c'est là où c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur, Trevor Whitman, c'est sur les fondamentaux, en fait, sur vraiment l'essence même en particulier de la boxe anglaise, mais donc du striking. Et voilà, quoi, il est devenu injouable, tout simplement, Kamaru Usman. Et c'est un combattant d'élite, c'est l'élite de l'élite, c'est un des meilleurs de la catégorie Colby Covington, sans aucun doute. Mais j'ai peur que ce soit pas assez, quoi, tout simplement, contre le Kamaru qu'il y a là, c'est, pour qui que ce soit, t'as l'impression que ce sera jamais assez, quoi. Bon voilà, en tout cas, affaire à suivre pour novembre prochain, l'UFC 268, ne vous inquiétez pas, on est sur le coup, et puis bien évidemment on va revenir sur tout ça, mais c'est vrai que pour Colby Covington, qui reste sur une victoire contre Tyron Woodley, ça peut être un petit peu plus difficile. Deuxième sujet, Ouais. pas des moindres du jour, Nate Diaz qui semble enfin avoir remarqué les call-outs de Vincent Luque. Et ça y est, il a annoncé sur Twitter, il a partagé le call-out de Vincent Luque sur Twitter.
Nate Diaz, Vicente Luque 4ème de la catégorie, 14-2 sur ses 16 derniers combats, 4 victoires consécutives. Est-ce que ça intéresse Rust ou pas? Oui, oui, forcément. C'est intéressant, oui, parce que Nate Diaz, grâce à la baguette magique de Stockton, il arrive à avoir toujours les derniers contenders en date et des top 5 et tout ce qu'il faut. C'est quand même extraordinaire hein, quand on voit quel est son bilan récent. Mais donc oui, parce que tout le monde va affronter Nate Diaz parce que c'est un nom. Du coup, il a réussi à probablement décrocher un combat contre Luque. Ça m'intéresse, oui, parce que encore une fois, c'est un moyen pour Nate Diaz de probablement grimper dans le classement et il a la possibilité de battre un top 5. Donc c'est intéressant. D'autant plus que ce sera en striking, probablement. Mais Vicente Luque, il est connu pour ses kicks, il est connu pour être extrêmement complet. Je suis content parce que c'est un haut profil pour Nate Diaz, même si théoriquement il le mérite pas du tout. Mais je me dis que ça peut être chaud. Après, il a ses chances, hein, parce que Vicente Luque, il a quand même tendance à se laisser aller dans des énormes brawls. Et contre Nate Diaz, c'est la pire des solutions possibles. Donc, intéressant. Nate Diaz qui retrouverait un moyen de se replacer au sein de la catégorie welterweight en cas de victoire face à Vicente Luque. On rappelle, Nate Diaz il veut revenir en décembre prochain, ça tombe bien. UFC 269 le 11 décembre. Pour l'instant, le seul combat qui est annoncé, c'est Peña contre Nunez. Et enfin, dernier sujet Rust, les salaires de Jake Paul versus Tyron Woodley, ça ils sont tombés officialisés, donc c'est MMA Junkie qui se les est procurés auprès de la commission athlétique de l'état de l'Ohio où était organisé le combat, puisqu'il était organisé à Cleveland. 2 millions pour Jake Paul, 2 millions pour Tyron Woodley, hors bonus pay-per-view. Non, c'est monstrueux. C'est monstrueux, mais par contre, c'est vachement intéressant parce que même si Tyron Woodley, clairement, il a fait probablement le plus gros salaire de toute sa carrière et de loin, parce que pour avoir un flat à 2 millions, il a jamais eu ça de sa vie, hein, Tyron Woodley. Sans compter un pay-per-view qu'il n'aura probablement jamais fait de sa vie non plus. Il était à 500 000 à l'UFC quand il était champion. Ouais, voilà, il était à 500 000 en étant champion et ces pay-per-view, ça n'a pas généré l'intérêt que ce combat contre Jake Paul a généré. Mais en revanche, ce qui est intéressant aussi, c'est que même si les têtes d'affiche ont fait des salaires monstrueux, en revanche, et ça a été relevé par pas mal de gens, mais en revanche, le salaire du reste de la carte, c'était pas si loin, voire même c'était pareil qu'à l'UFC, quoi. Après, ça, c'est la boxe. Enfin, ça a toujours été comme ça. La boxe, tu peux vraiment littéralement avoir un mec qui fait 5 millions en haut de carte et un mec qui fait 8 000 plus 8 000 ou même juste 8 000 tout en bas de carte, quoi. Mais toujours est-il que oui, effectivement, voilà, quoi. Enfin, c'est là où par contre ils font une énorme diff, c'est que les têtes d'affiche, c'est des salaires qui sont incomparables avec le MMA, quoi. Enfin là, il y a que Conor McGregor ou vraiment des ultra stars qui font des trucs comme ça. Et alors qu'en boxe, c'est très régulier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ce petit épisode d'actu en sur, de l'actu en sur tout simplement. On est revenu sur les actualités du moment. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 40% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et puis Tsume, vous savez, leur magnifique statue, vous les verrez très bientôt dans notre nouveau studio. Hashtag teasing. Allez, see ya. See ya. Ouf.